pour vous annoncer donc le programme. On va avoir une introduction par David H, le président de l'interprofession Handicap Occitanie, une intervention de Virginie Hervé Cartier de l'Institut de l'élevage sur la conjoncture filière lait de chèvre, pour camper un peu le décor du moment. Aude Roland de Handicap Occitanie nous présentera l'Observatoire de la filière régionale et ses perspectives. Et enfin, Caroline Sauvageau, Alexis Gagneron et Marion Fabre présenteront également le réseau Inosis Caprin Occitanie, ce que c'est, à quoi ça sert et les résultats de ce travail. Et puis, nous aurons aussi des témoins de laiterie qui interviendront dans la partie observatoire, je crois, de la filière régionale. Voilà, donc je passe la parole à David Hecht, président de l'Handicap Occitanie. Merci Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Donc David Hecht, président de l'Handicap Occitanie, c'est l'interprofession laitière caprine de l'Occitanie en lien avec l'handicap, l'interprofession nationale. Un petit mot pour remercier l'ensemble des partenaires pour ce premier webinaire, où a priori on attend du monde, donc tant mieux, nous sommes attractifs. Donc ce webinaire est le fruit de la collaboration entre l'Interpro Handicap Occitanie, l'Institut de l'élevage, l'IDEL, mais aussi l'ensemble des chambres d'agriculture départementales en lien avec le réseau d'élevage Inosis. Donc merci à tous d'avoir, contribué à cette logique-là. Un petit mot sur l'Handicap Occitanie. Donc c'est une interprofession qui représente 3 collèges. Donc je représente le collège des industriels privés. Donc les enjeux et la fonction d'une interprofession, c'est de travailler pour l'ensemble des acteurs de la filière, qu'ils soient éleveurs, transformateurs, sous des dimensions de promotion de produits, mais aussi du travail technique en lien avec le terrain, évidemment, et les acteurs des chambres aussi sur le terrain. Nos actions doivent répondre aussi à des enjeux de plus en plus forts sur le climat, mais aussi les attentes sociétales. Mais on est aussi sur une logique de partage. Et c'est l'objet un peu de ce webinaire. Donc, de partage d'éléments techniques, mais aussi d'indicateurs économiques. Et l'objectif de ce webinaire est de partager via le réseau Inosis des éléments à la fois sur la partie amont, mais aussi sur la partie aval, parce qu'une filière, pour qu'elle se porte bien, il faut qu'elle soit compétitive, et on parlera de compétitivité à la fois des élevages, mais aussi de la partie aval. Voilà en guise d'introduction. Emmanuel. Eh bien, je pense que Virginie va enchaîner. Virginie, es-tu prête? Tout à fait. Bonjour à tous. Toi de jouer. Et nous, on désactive caméra et micro, David. Très bien. Donc, bonjour à tous. Virginie Hervé Cartier. Je travaille au service économie des filières de l'Institut de l'élevage. Et donc, pour débuter ce webinaire, après les mots d'introduction, un bref tour de conjoncture caprine. Vous le verrez, il y a principalement des données sur le lait livré. Ce sont des données qu'on a très régulièrement, un petit peu moins sur la production fermière, mais bien sûr, elle sera traitée dans toute la suite du webinaire, enfin les 2 productions. Donc, même si là, vous pouvez rester sur votre fin sur la production fermière. Donc, on commence. Donc, une production, juste pour resituer un petit peu, la production laitière caprine est assez régionalisée. Donc, on avait à peu près 690 millions de litres produits en 2024, livreurs et fermiers compris. C'était 22 millions de litres de moins que l'année précédente, avec surtout le fait de la production laitière livrée, et sachant que 73%, donc à peu près les 3/4 de la production totale est livrée. Donc, on est sur 188 millions de litres transformés à la ferme en 2024. Et donc, l'Occitanie, dans ce paysage, donc vous voyez ici, on a comme des pôles de production que sont la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, historique, les Pays de la Loire, et puis on a la région Occitanie, qui comprend 16% des exploitations laitières et produit 16% du lait de chèvre français. Je voulais vous montrer cette petite carte pour montrer que juste le tissu de transformation du lait en région Occitanie, donc je reviens en arrière, on a donc du lait ici qui est produit et on a un vrai tissu d'entreprise laitière pour transformer ce lait au plus près de la production. Donc c'est 14 sites de transformation et 68 millions de litres transformés par an, enfin en 2024.
Et donc, cette carte, ah oui, la source est là, elle est issue de l'Observatoire régional Occitanie que vous présentera Aude tout à l'heure. Et en Occitanie, donc on a du lait conventionnel et on a également 2 AOP au lait de chèvre et une filière bio. Donc ici, on a l'AOP Rocamadour, qui est la deuxième AOP caprine en volume en France, qui concerne, en tout cas, qui est approvisionnée par 39 producteurs-livreurs et 32 producteurs fermiers. Et en 2024, on avait 1261 tonnes de Rocamadour qui ont été commercialisées. On a aussi l'AOP Pélardon avec des plus petits tonnages, mais tout aussi connus, avec 14 livreurs et 52 producteurs fermiers et 254 tonnes de fromage commercialisés en 2024. Et dans la région Occitanie, pour terminer ce petit tour des laits segmentés, et on a 330 élevages engagés en agriculture biologique, là, tout confondu, livreurs et fermiers. Si on passe, pardon, je n'ai pas réussi à... Voilà. Au niveau France, on a une collecte, donc là on va se concentrer un petit peu plus sur uniquement le lait collecté. En 2024, on avait 500 millions de litres de lait de chèvre collectés, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, 3,2% de moins qu'en 2023. Ce qui explique ce recul, eh bien c'est principalement la qualité des fourrages. Donc on avait vraiment des récoltes, des fourrages récoltés à l'automne 2023 et ensuite en 2024 de qualité assez médiocre et en automne 2024 humide et peu ensoleillé, donc avec des chèvres assez sensibles à la météo, à l'humidité, au manque d'ensoleillement. Et on a des hypothèses sur un effet FCO potentiel, mais le travail est en cours. Donc d'ici quelques semaines, on devrait avoir avancé sur une étude sur l'effet de la FCO qui est en cours. Donc pour l'instant, on ne peut pas lui imputer, il y a vraiment un effet fourrage. Et si on regarde dans le détail, là, on a la collecte. Donc cette année, c'est la courbe bleue. On est, alors dès que c'est en pointillé, là, pour les mois d'avril et mai, on est sur une estimation. On voit qu'on a un début d'année avec un début de collecte assez difficile. Et là, sur avril-mai, c'est l'écart à 2024 est un petit peu moins important. Et on a le début des nouveaux fourrages qui ont été récoltés. Alors, pas partout, ça dépend évidemment, mais il y a quand même eu des créneaux de récolte un peu meilleurs pour récolter les fourrages un petit peu meilleurs que l'année dernière. Donc, on voit quelque chose là sur avril et puis la première semaine de juin aussi, on a une estimation où on se rapproche de la production de l'année dernière, ce qui vient à étayer cette hypothèse de la qualité des fourrages. Si on regarde dans l'ensemble de la collecte dans l'ensemble des régions, donc là, on est sur un cumul janvier-mars, et donc on voit que toutes les régions sont touchées par un recul de collecte, et donc il faudra vraiment attendre avril-mai pour voir si on arrive à remonter un petit peu sous l'effet de ce que je vous disais tout à l'heure, l'arrivée des nouveaux fourrages, et on voit que la région Occitanie résiste plutôt bien, puisque avec le centre Val-de-Loire, elles sont à moins 2%, quand on a une région historique comme la Nouvelle-Aquitaine qui a 10% de recul de collecte sur le premier trimestre. Mais il faut attendre encore un petit peu pour l'année est loin d'être terminée. Le prix du lait, donc le prix moyen payé du lait de chèvre, il est stable, légèrement supérieur à son niveau de 2024, avec donc le prix de base est stable et on a des taux qui sont plutôt en hausse sur le début de l'année, et donc ça vient tirer un tout petit peu le prix du lait. Et enfin, sur cette première partie de production, on a un IPAMPA qui recule très lentement depuis son pic, on va dire de 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. On voit ici, c'est assez flagrant. Et donc, on est sur un IPAMPA là, en mars qui avait reculé de 2,7% sur un an. Les aliments achetés sont en baisse de 4%, ça recule tout doucement. Et puis, énergie et lubrifiant, donc de 14,5% par rapport à 2024. Donc, on a un coût de l'énergie qui a largement diminué. En vert ici, qui était resté très élevé. Hein. Si on parle un petit peu fabrication et débouchés, on est sur... alors, je commence par l'ultra frais. Alors, ça reste des volumes plus inférieurs au volume de fromage, mais ce qui est intéressant, c'est la bonne dynamique depuis un an, un petit peu plus d'un an après. Et donc, on a
on a plus 4% là sur les 3 premiers mois de l'année, et l'année dernière, on était à plus 11%, et on a une vraie appétence des consommateurs pour l'ultra frais. Donc, c'est un produit intéressant, et y compris au lait de chèvre. Sur les fromages fabriqués, alors vous voyez la bûchette est la reine du rayon fromage de chèvre, qui représente 48% des tonnages. On est à 47 000 tonnes fabriquées en 2024 et 11 000 tonnes sur le premier trimestre 2025. Donc, même si parfois la progression n'est pas toujours linéaire, mais ça reste toujours la reine du rayon. On a les fromages frais qui sont plutôt positifs, et les bûches de 1 kg fabriquées, ce sont celles qui sont destinées à la restauration hors domicile, qui étaient plutôt en hausse l'année dernière. Ça avait bien fonctionné. Et là, sur le début de l'année, on a un secteur de la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective, qui est un peu en difficulté, et donc ce secteur pourrait un petit peu souffrir de ce contexte-là. Et on a, ici, on a ce secteur de la RHD qui représente 9% des débouchés. On a toujours ce qu'on appelle achats des ménages, donc en grande et moyenne surface, qui représente 62% des achats, et l'export, qui a bien fonctionné, en tout cas l'année dernière, et qui représente 25% des débouchés, qui, l'année dernière, notamment, et puis en début d'année, ont tiré un petit peu les fabrications. Et donc, si on regarde un petit peu ici, l'année dernière, on a eu, ce sont ici les ventes de fromage au rayon libre-service des grandes surfaces. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à assez bien suivre grâce au code. Tout ce qui est rayon à la coupe et vente dans les crémiers, c'est plus difficile. Et donc, ces ventes l'année dernière, dans quand même un marché de la consommation alimentaire qui était assez difficile, on a une progression de 1% des ventes en volume. Ce qui était parfois un petit peu plus difficile, c'est qu'on a un retrait de 0,2% en valeur, et ça s'explique par le gain de part de marché ici MDD, des marques de distributeurs, dont le prix au kilo est un petit peu moins élevé que celui des marques nationales. Et donc, en 2024, 49% des fromages de chèvre achetés au rayon libre-service, je dis toutes les acronymes des grandes et moyennes surfaces, étaient sous marque de distributeurs. C'est 3 points de plus qu'en 2023 et 6 points de plus qu'en 2022. Ça illustre vraiment un peu l'orientation des consommateurs vers des produits, enfin ce qu'on a appelé la descente en gamme. Donc, ce qui est positif, c'est que les fromages de chèvre sont toujours bien consommés. On a quand même une hausse de 1% en volume. C'est plus sur la notion de valeur où ça peut être plus difficile. Et donc, c'est bon, j'ai tenu à peu près mon temps de parole. Donc, s'il y a quelques éléments à retenir, on est sur une collecte en retrait en début d'année liée à un historique 2024 de fourrage de qualité médiocre, en tout cas pas suffisante pour que les chèvres produisent du lait. On a un prix du lait stable à légèrement en hausse. Donc, avec cette collecte en retrait, on a un approvisionnement des transformateurs en léger recul. Des fabrications de fromage qui sont stables et l'ultra frais sur une bonne reprise, en réponse à une consommation légèrement en hausse tirée par les marques de distributeurs et la demande à l'export. Donc, c'était assez rapide. Si vous voulez aller plus loin, il y a le dossier annuel Caprin qui est disponible sur le site idel.fr, et puis tous les mois la conjoncture sur le site tendance avec un s-lait-viande.fr. Voilà. Et donc, je passe la parole aux laiteries, qui vont pouvoir venir éclairer et apporter leur regard sur ces marchés. Il y a 2 questions pour toi, Virginie. Pardon. Ça serait pas mal de les traiter tout de suite. Le terme IPAMPA n'est pas toujours connu. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai donné des éléments dans le chat, mais si tu peux préciser, ça sera mieux. Pardon, c'est l'indice des prix et des moyens de production agricole. Excusez-moi. Donc, c'est un panier de charges qui représente, pardon, je prends juste pour ne pas me tromper parce que ça a changé. Les charges incluses dans ce fameux IPAMPA représentent environ 60% du coût de production. Et donc, il n'inclut pas les travaux réalisés par tiers, les fermages et le coût de la main-d'œuvre, qui, eux, ont quand même progressé. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en le disant, qui continuent de progresser. Donc, voilà, l'IPAMPA, on est sur... c'était 60 sur l'ancienne base, ça doit toujours être à peu près ça. 70%. C'est 70 maintenant ? Oui. Oui.
c'est un petit peu, il y a eu un rebasement de l'Ipampal, maintenant il est basé en 2020, et donc on est plus à 70%, il représente 70% des charges, voilà, pardon, en élevage. Et donc, une autre question sur le prix moyen du lait de chèvre, mais peut-être que ça, on le verra un peu plus tard. Le prix moyen, faut que j'ouvre mon fichier, je dirais 912. Non, attendez, je l'ai là. Pour 2024. Tu écriras la réponse dans le chat. J'écrirai les réponses dedans, oui, mais on était à 912. Le prix moyen 2024 payé, c'était 912 € les 1000 litres. Voilà, pardon. Parfait. Je préfère prendre ma feuille. Il était en hausse de 1% par rapport à 2023. Donc, la parole aux laiteries. Il nous manque une laiterie. Lisa est là, Mélina est là. Ah ben voilà, Mélina. C'est parfait. Donc, à vous. Qui commence? Ah, mais je peux commencer, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi, je représente le collège industriel privé, mais Lactalis, avec nos 2 sites de transformation sur Rodez et Loubresac, donc à la fois avec une vision sur des produits à lait conventionnels, mais aussi sur des AOP, notamment le Rocamadour, donc avec des ancrages territoriaux assez forts historiques sur l'Occitanie. Donc à mon niveau, moi, je confirme les éléments de conjoncture présentés par Virginie, des petits éléments sur la production laitière, là peut-être un peu plus récent. On a effectivement une compensation là de la baisse de la production laitière qui est décalée, et on a des niveaux de production actuellement, nous, sur l'Occitanie, qui sont positifs actuellement. Donc après le pic de production, donc qui a tendance à persister un peu plus. Donc on a un décalage des mises bas. Nos équipes sur le terrain confirment bien cet effet fourrage, je dirais, qui pénalise un peu la production laitière. Et une interrogation aussi sur ce côté sanitaire de la fièvre catarrhe à l'ovine, où on a peu de données en soi, mais on est sur un décalage des mises bas, donc avec un peu moins de lait sur une 2e année consécutive, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'impact à notre niveau, sachant qu'on a dans la filière caprine, on gère aussi une notion de stock. Donc aujourd'hui, cette production laitière permet de s'adapter au marché, parce que rapidement sur les marchés en soi, on a eu pas mal d'arbitrage du consommateur avec des effets prix. Le marché intérieur s'est maintenu en volume effectivement, mais sur la partie AOP ou bio plus segmentée avec des effets prix moins favorables, on s'est fait un peu plus arbitrer, mais nos produits restent attractifs en soi, en volume, et on a un transfert, ça je le confirme aussi sur la partie marque vers la marque distributeur, qui a repris des parts de marché aussi à notre niveau. Bon, Mélina, Lisa, je vous laisse évoquer un petit peu cette notion-là aussi. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Mélina Monteil, je représente le groupe Tribala. Donc, sur la région Occitanie, on a 2 bassins de collecte. Une collecte en AOP et Rocamadour et une collecte en lait bio de chèvre. Du coup, je rejoins Davy sur la tendance qui a été présentée pour 2024 et 2025. On suit effectivement la conjoncture sur les baisses de lait collectées. Mais en effet, ces baisses ont finalement peu impacté nos volumes de vente, parce que avec l'effet de report de stock des années précédentes, on a pu compenser et répondre à la demande de nos clients. Donc voilà, le but en tout cas pour 2026, c'est vraiment de recollecter plus de lait et augmenter nos volumes de commercialisation. Bonjour, Lisa Riguet, je représente les fromageries Le Pic et Ségalafrom, donc 2 fromageries ternaises à Penn et à Carmaux. Et donc en fait, nous on transforme tout en lait cru, et je vais aussi rejoindre un peu mes collègues au niveau collecte de lait. Nous on est quand même sur une collecte qui est quand même relativement stable, mais en légère baisse. On a aussi ce décalage de mise bas avec un décalage du coup de pic de lactation. Et par rapport au marché, nous il faut savoir qu'on a plutôt, on ne vend pas de MDD, on est beaucoup sur le marché traditionnel crémier fromager, avec très très peu de ventes en GMS. Donc en fait, on a été beaucoup moins touchés.
et on a plutôt une problématique, beaucoup d'offres par rapport à la matière première. C'est-à-dire qu'on a moins de lait que ce qu'on pourrait vendre de fromage. Si on reprécise un petit peu les éléments là par rapport aux dynamiques de production sur la région, si on recentre sur l'Occitanie, l'Occitanie a connu un développement assez fort avec une dynamique d'installation ou autre, que nous, à notre niveau, au niveau entreprise, à la fois sur Rodez et aussi sur Loubresac, la partie conventionnelle qu'on veut consolider. Aujourd'hui, on a un travail et un partenariat en tant que privé avec nos organisations de producteurs, que ce soit sur la partie Rodez, mais aussi sur la partie Loubresac, où on va accompagner nos producteurs, à la fois techniquement, mais aussi en volume, sur des producteurs qui sont investisseurs, qui ont des projets, qui installent des jeunes. On a tout un package à ce niveau-là, avec une politique jeune, avec du prix garanti, des aides à la trésorerie. Donc là-dessus, on a un historique très très fort avec nos OP. Et on tend à compenser la pyramide des âges, qui touche évidemment la filière caprine aussi. Donc, on a une politique de développement de volume qu'on va déployer là sur 3 à 4 ans auprès de nos producteurs, mais aussi avec une ouverture, avec des porteurs de projets, avec de nouveaux producteurs aussi, qu'on peut accueillir, je dirais, au sein de notre entreprise en termes de partenariat, parce qu'on a les marchés pour, et qu'on compte aussi à un redéveloppement de certains marchés, même si les marques, entre guillemets, souffrent. La partie volume, on peut encore aller chercher, je dirais, du consommateur sur des milieux segmentés, et on compte aussi sur la partie promotion, que le pouvoir d'achat aussi se réoriente aussi sur la partie plus produits laitiers. Donc voilà, on se projette, je dirais, très positivement sur l'avenir, et pour compenser aussi les éventuels départs à la retraite de nos éleveurs. Pardon, je n'avais pas activé mon micro. Mina et Lisa, sur vos laiteries, est-ce Mélina, que si vous avez des compléments là-dessus par rapport à vos dynamiques de production sur l'avenir? Pour la dynamique, nous, l'idée, donc comme ce que je disais tout à l'heure, c'est 2026, réaugmenter les volumes de commercialisation. Donc, évidemment, les besoins de lait suivront. Donc, l'idée, c'est de aussi travailler avec nos organisations de producteurs et nos groupements de producteurs qui nous fournissent le lait pour pallier à ces besoins de volume supplémentaires, mais aussi d'étudier tous les porteurs de projets qui peuvent avoir envie de travailler avec notre entreprise. Nous aussi, pour 2025 et 2026, on sera aussi à la recherche de lait. Ça va revenir avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a une problématique matière première par rapport à l'offre qu'on a. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de trouver du lait aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même peu de candidats à l'installation. Il y a une pyramide des âges qui fait qu'il va y avoir des départs. Et c'est vrai que pour les installations, il y a quand même des contraintes administratives d'accès au foncier qui font que voilà, c'est compliqué, d'autant plus que en tant plutôt que PME, on est plus démunis pour aider ces installations. Alors, par rapport aux installations, vous avez une question. Est-ce que les collectes, ça peut être lié aux installations, est-ce que les collectes sont limitées sur une zone particulière de la région ou toute l'Occitanie peut-elle être couverte? En gros, est-ce que je peux m'installer n'importe où, je trouverai une laiterie pour me collecter le lait? C'est une question peut-être pour l'Interpro, ça? Mais oui, au niveau interprofessionnel, pour s'installer, il faut qu'il y ait un collecteur, déjà. Il faut qu'il y ait aussi un appui technique autour qui soit structuré. Nous concernant, par rapport à Lactalis, le cœur de zone est sur la partie Aveyron. Mais on est prêt à ouvrir aussi sur le sud Cantal. Alors, on ne parle pas d'Occitanie, mais on est aussi à cheval sur plusieurs régions aussi. Donc, oui, il faut que le collecteur soit en capacité, je dirais, d'avoir la possibilité d'avoir ces camions de collecte, que ce soit sur du lait conventionnel ou du lait cru. C'est la même chose pour toute PME, je dirais, de la région. Je pense qu'on verra un peu plus d'infos sur les zones de collecte dans la partie Donc, suivante. Détailler par écrit les noyaux de collecte ou autres sur la région. Virginie, est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ce qui vient d'être présenté et par rapport à ton analyse nationale à toi?
Ça correspond bien à ce que tu... Oui, on a... c'est ce qu'ont dit les trois lettrés. Il y a un effet pyramide des âges avec, comme l'ensemble des filières de ruminants, un petit, je ne sais pas si je peux dire un pic, mais on arrive devant des départs en retraite qui se profilent. Et en même temps, un taux de renouvellement qui est plutôt bon dans la filière caprine par rapport aux autres filières, notamment bovin viande et bovin lait. Donc, il y a de la ressource et du potentiel. Voilà. Mais je pense tout à l'heure aussi, les collègues aborderont peut-être les questions un petit peu d'installation, ou en tout cas de coût. Ouais, Emmanuel, un petit complément sur le prix du lait. Parce que bon, on n'a pas parlé de prix du lait en tant que transformateur. Oui. Donc, vous avez constaté là une stagnation là, du prix du lait sur 2024, mais il a augmenté de près de 25% en près de 4 ans. En lien aussi avec l'accompagnement des charges des élevages et aussi des transformateurs. Une loi Egalim qui a été appliquée dans la filière caprine, qui a fonctionné, mais qui aujourd'hui arrive quelque part avec une forme de plafond sur l'effet prix, avec des arbitrages consommateurs comme on a pu vous le décrire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de cranter, c'est-à-dire essayer de stabiliser cette notion de prix à la fois en valeur pour nos produits, mais aussi pour le prix producteur. Donc, et on se bat commercialement, toutes les entreprises, pour faire valoir quelque part ces inflations qu'on pourra mesurer en fonction des éléments conjoncturels auprès des clients distributeurs et auprès du consommateur. On a des produits attractifs ou autres là-dessus, mais ils ont une valeur et il faut qu'on la crante, je dirais, sur la durée. C'est un peu l'objectif de la filière et des entreprises. Et l'Interpro fait tout pour quelque part promotionner nos produits, qu'ils soient conventionnels, à marque. On a des marques fortes, mais aussi pour ne pas lâcher sur la communication, le marketing aussi, sur des segments un peu plus en difficulté, que ce soit sur le bio ou l'AOP, qui sont fortement arbitrés par les consommateurs. Merci, Davy. Lisa et Mina, si vous avez un mot de la fin ou c'est bon pour vous? Moi, je rejoins Davy sur ses propos sur le prix du lait, et en effet de bien cranter les choses pour ne pas avoir de retour en arrière pour les producteurs et de pouvoir les accompagner sur les hausses de charges qu'il y a eu sur les dernières années. Merci. Je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Davy et Mélina. Et c'est vrai que c'est important aussi pour toutes les entreprises et les laiteries de pouvoir fixer ces prix et que ça profite aux transformateurs comme aux producteurs. Donc, quelle que soit la taille de vos entreprises, vous avez un discours relativement homogène sur les perspectives et le travail à fournir. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Je vous remercie. Alors, on va faire un petit changement de plateau. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Caroline Sauvageau. Du coup, j'anime l'équipe réseau Inosis Caprin en Occitanie. Et donc, avec Alexis, on va vous parler du coup de Inosis Réseau d'élevage, un dispositif national de recherche et de référence technique et économique. Et donc, on va commencer par un petit quiz. Du coup, Emmanuel, je ne sais pas si tu as le... Oui. Parfait. Voilà, donc vous avez une question. Pour vous, Inosis Réseau d'élevage, c'est quoi? Si on vous parle de ce terme un peu curieux peut-être. Donc, du coup, il y a 5 réponses possibles. Une communauté d'influenceurs agricoles sur les réseaux sociaux, une mise en réseau de 1500 éleveurs suivis par 200 conseillers et co-animés par IDEL et Chambre d'agriculture France, un programme de développement de la robotique en élevage, une approche globale des systèmes d'exploitation et de leur trajectoire d'évolution, ou une plateforme de vente directe de produits fermiers.
Alors, on a déjà 67% des participants qui ont répondu à la question. Vous avez plusieurs réponses possibles, hein. Ne vous privez pas. Allez, encore un petit effort. « 80%, on laisse encore 30 secondes à ceux qui hésitent et qui réfléchissent beaucoup. On va s'arrêter là, je vois que ça ne bouge plus les compteurs. Donc, fin du vote et je vous partage les résultats. Donc, pour vous, c'est la mise en réseau de 1500 éleveurs suivis par 200 conseillers des chambres d'agriculture, co-animés par IDEL et Chambres d'agriculture France pour 54 personnes. Et c'est aussi une approche globale des systèmes d'exploitation et de leur trajectoire d'évolution dans un maillage typologique raisonné pour 45% des personnes. Qu'en penses-tu, Caroline? Ben, c'est bien. Vous avez les deux bonnes réponses. Il n'y a personne qui s'est trompé en plus. J'ai cru voir une personne qui avait mis à un moment programme de développement de la robotique, mais elle s'est ravisée. Donc, très bien. Du coup, oui, c'est effectivement... comment je refais pour revenir au diapo? Ah, parfait. Merci, Emmanuel. Du coup, Innosis réseau d'élevage, donc voilà, vous l'avez bien dit, c'est multifilière, hein, déjà, et sur la France, ça correspond à une mise en réseau de plus de 1500 éleveurs suivis par plus de 200 conseillers, chambre d'agriculture, mais pas que, on a aussi des contrôles laitiers. Et surtout, l'idée de Innosis réseau d'élevage, c'est d'avoir une approche globale des exploitations. Donc je vais revenir juste après dessus. L'idée, c'est vraiment de produire et diffuser des références sur le fonctionnement et la durabilité des systèmes d'élevage français. Nos cibles principales sont du coup les éleveurs, les conseillers, les décideurs et enseignants. Innosis réseau d'élevage, c'est une infrastructure qui est bien connue et jugée utile du coup par la plupart des acteurs du terrain. Et l'idée, c'est d'aller du fonctionnement technique et humain aux performances économiques, sociales et environnementales. Donc, j'insiste sur l'approche globale de ce dispositif, l'approche globale des exploitations, avec un regard sur tout ce qui est structure, lien avec l'agronomie, la zootechnie, l'économie, mais aussi des domaines comme l'environnement, l'autonomie alimentaire, et le travail. Alexis, je te laisse prendre la main. Ouais, juste un petit commentaire par rapport à ce que Caroline vient de dire. Bon, déjà, je me présente, Alexis Gagneron, je suis conseiller donc chambre d'agriculture du Tarn, donc en charge des références Innosis. Donc des trajectoires d'évolution, parce qu'en fait, toutes les filières sont représentées, mais les élevages qui s'engagent pour 5 ans. Donc, pour chaque contrat, en fait, on suit au minimum des exploitations sur 5 ans. Donc ça permet de mobiliser quand même des résultats sur le temps et d'avoir ces trajectoires d'évolution et donc qui donnent quand même un peu de force aux résultats qu'on propose. Voilà. C'est pas un panel qui change régulièrement, etc. Donc le réseau Innosis, ça marche aussi dans la durée. C'était juste un petit commentaire pour que les gens puissent
puisse comprendre exactement, mais je vois qu'on sait ce que c'est, donc c'est plutôt une bonne chose pour le travail qu'on fait, quoi. Voilà. Pour présenter rapidement le réseau donc Caprin au niveau national. Donc 5 équipes donc, qui sont réparties, on l'a vu tout à l'heure sur la carte qu'on nous a présentée de production laitière, hein, qui sont donc réparties sur ces zones de production. Donc l'Ouest, la partie Ouest, l'équipe, donc une équipe Ouest qui regroupe donc le Nord de Nouvelle-Aquitaine, donc qui traditionnellement là on est Charente-Poitou, la partie Centre, l'Indre, Indre-et-Loire, etc. Donc des zones historiques de production de lait de chèvre. Donc une équipe donc Centre, je l'ai dit, Aura, Bourgogne, une équipe PACA et une équipe, donc celle qui nous concerne aujourd'hui, Occitanie, qui va concerner plutôt, on le verra en détail, le nord de l'Occitanie et les Pyrénées-Atlantiques. C'est moi qui change les diapos, excusez-moi. Donc voilà, juste pour info concernant le fonctionnement donc, des réseaux, a été mis en place en plus des réseaux thématiques, c'est-à-dire que pas tous les éleveurs en réseau, mais un certain nombre d'éleveurs en réseau par rapport à des objectifs, à des types de production particuliers, on va dire, à des niveaux d'autonomie, etc., ont été fléchés donc, dans des réseaux thématiques donc, qui ont une certaine dénomination. Il y en a un certain nombre au niveau national. Pour le réseau Caprin, donc c'est les 5 réseaux qui s'affichent. Et concernant l'Occitanie, donc on a 2 conseillères qui sont impliquées dans le réseau thématique produits laitiers fermiers. Donc je viens de vous en parler, mais voilà nos fermes du réseau Inosis, Occitanie et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, principalement l'Aveyron, on suit des livreurs. Après, sur la partie est de l'Occitanie, donc Lozère, Gare, Hérault, on est plutôt là sur des suivis fromagers. Et après, un peu mélangé, un peu moins le Lot, qui est plus fromager que livreur. Mais ça, c'est le panel des exploitations suivies par Inosis. Et donc, on a un réseau de fermes suivi qui couvre la diversité régionale. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième colonne du tableau, il y a un travail qui a été fait par la Chambre régionale d'Occitanie, enfin Chambre d'agriculture régionale Occitanie, qui, d'après le recensement agricole de 2020, a fléché du coup les différents systèmes d'élevage caprin présents en Occitanie. Donc, on a 17% de livreurs spécialisés non pastoraux, 5% de livreurs pastoraux. Quand je dis spécialisé, c'est que minimum 80% du produit total est lié au caprin. On a 20% de livreurs et bovins viande, 20% de fromagers non pastoraux, 16% de fromagers pastoraux et 22% d'autres systèmes. Donc, dans autres systèmes, on entend tout ce qui est système mixte fromager laitier, mais aussi système avec d'autres productions comme du monogastrique ou du bovin. Donc, au niveau de nos 22 fermes Inosis, en fait, on a bien la répartition dans chaque système présent en Occitanie. On a aussi 5 fermes suivies dans le dispositif BioRef, qui sont des fermes spécifiques remontées aussi avec l'outil Diapason, donc pour Inosis, mais qui sont spécifiques bio. Au niveau des coûts de production, on a 49 fermes suivies, 53 CapTech, et 7 CATIP qui sont aussi représentatifs du coup des systèmes d'Occitanie. Juste pour rappeler ce qu'est un CATIP, c'est une exploitation qui est, une exploitation cohérente, viable, vivable et reproductible. Et c'est représentatif du coup d'un système en fonction des fermes du réseau qui se rapprochent de ce CATIP-là. Et on le fait évoluer en fonction du coup, de ce qui est observé sur le terrain, donc au niveau des charges, du prix du lait, etc. Voilà. Et du coup, on va enchaîner avec les estimations de revenus 2024, des prévisions impactées par la météo de l'année. Donc, Alexis, je vais te... Donc, ça va être une présentation à 2 voix. Donc, juste pour, tu viens de le dire rapidement, mais donc les données, l'estimation de revenus, on parle de 2024, donc c'est des estimations de revenus qu'on fait donc pour le début de l'année, donc avant d'avoir des résultats
conforté. On se base sur un certain nombre d'hypothèses à partir de nos exploitations suivies au niveau national, c'est-à-dire des 122 exploitations qui sont, comme ça a été précisé précisément, donc classifiées par système. Les hypothèses qui ont été retenues pour ces estimations 2024, donc 3 hypothèses sur le prix du lait, le prix des fromages et le lait produit. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, une saison fourragère avec année pluvieuse, donc en général des exploitations d'herbes retardées, ce qui n'arrange pas les qualités des fourrages. Donc baisse de valeur alimentaire, des conditions de récolte des fois compliquées, ce qui fait qu'en général c'est très lié à la production de lait. Donc une estimation à moins 5% de lait produit, un prix du lait qui s'est conforté, donc on est parti sur une hypothèse de 1,3% d'augmentation et avec une hypothèse d'augmentation donc pour les fromagers de 5% du prix de vente des fromages. Donc là, des choses qui ne sont pas des estimations, mais qui correspondent à la réalité. Donc l'IPAMPA, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole, donc avec principalement, hein, ça a été dit, mais je le répète, c'est bien donc les aliments, qui représentent quand même des parties importantes, en particulier en production de chèvre, l'engrais et tout ce qui est énergie lubrifiant. Donc ça, par rapport à 2023, donc l'IPAMPA, il a baissé de 5,3%. Alors tout à l'heure, on a entendu, il était moins. C'est vrai qu'il a continué à baisser, mais comme il a été monté très très fort, c'est vrai que ça se stabilise un peu. Mais là, on est parti sur un IPAMPA qui est quand même de moins 5% par rapport à l'année précédente. Par contre, parallèlement à ça, même si on a des baisses de charges, donc l'IPAMPA qu'on a tout à l'heure dit 70% à peu près du coût de prod, l'augmentation de la valeur du SMIC, l'augmentation du coût des fermages et des travaux par tiers, qui est une réalité et qui impacte aussi de façon importante les coûts des travaux et des frais induits. Après, on va rechercher aussi des données sur tout ce qui est culture de vente, donc c'est Arvalis qui nous donne ces données-là. Donc, sur l'évolution par rapport à l'année précédente, c'est la baisse et des prix et des rendements, un peu pour les mêmes raisons que la production fourragère. Et sur le prix des bovins viande, puisqu'on a un système caprin bovin viande, c'est les données donc, du département économique d'IDEL, avec augmentation du prix des bovins qui est pris en compte. Donc voilà pour les hypothèses qui sont retenues pour nos calculs d'estimation de revenus. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a une question d'un participant qui demande ce que sont les élevages pastoraux, la définition. Juste pour que vous ayez ça en tête et y répondre peut-être avant de présenter les résultats. Merci. Oui. Alors, un élevage pastoral. Pardon, Alexis, tu voulais y aller, non ? Non, vas-y. Un élevage pastoral, c'est un élevage qui utilise des parcours. Donc, parcours, c'est plutôt de chêne vert ou de garrigue. Et donc, en fait, ils lâchent les chèvres dans des plutôt forêts, plutôt voilà, c'est assez divers, mais c'est en fait, contrairement au système plutôt herbager où on est plus sur des fourrages, donc tout ce qui est prairie, etc. Là, on est plus sur du parcours, donc c'est vraiment prélèvement des feuilles, quoi. Et après, dans les systèmes pastoraux, en fait, il y a vraiment une grande diversité de systèmes. On a des systèmes qui sont très, très pastoraux, donc qui achètent très peu de fourrage complémentaires, et d'autres qui sortent les chèvres qu'à certains moments sur les parcours, et qui achètent quand même pas mal de fourrage, parce que c'est des systèmes assez... ceux qui ont des parcours, souvent, ils n'ont pas beaucoup de terres, de prairies temporaires ou quoi. Donc le reste est pas mal acheté. Voilà, peut-être pour préciser les niveaux de production sur les parcours. Donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est du prélèvement par les animaux, il n'y a pas de récolte. Et on est quand même, en règle générale, sur des niveaux de production ramenés à l'hectare très faibles par rapport même à des prairies naturelles qui peuvent être pâturées ou déprimées, pâturées, exploitées, etc. Mais où, je veux dire, on peut avoir des surfaces où on est à 500, 600, 800 kilos par hectare, ce qui est quand même pas beaucoup, voilà, de prélèvements faits par les animaux et par an. Alors que sur une prairie temporaire, on peut aller de 6 à 7, voire plus tonnes par hectare. Et ces systèmes-là, on les retrouve principalement sur le bassin méditerranéen et puis en montagne. Donc Pyrénées, Alpes. Voilà.
Je reprends la présentation. Donc, on va vous présenter donc, les estimations de revenus donc, sur les 4 systèmes qui sont présents en Occitanie. Donc, le premier système, c'est les livreurs spécialisés. Donc, centre-ouest, c'est un peu ce qu'on a vu sur la partie un peu région ouest de la région centre et puis région Poitou-Charentes. Et quelques éleveurs donc, qui sont positionnés plus sur le sud-ouest, dont 2 qui sont situés sur l'Aveyron. Donc, c'est à ce titre qu'on va vous les présenter. Donc, 19 exploitations. Quelques données repères, donc ces exploitations, donc il y a en unité de main-d'œuvre 2,6, dont 1,6 unités de main-d'œuvre exploitantes, donc le recours à une unité de main-d'œuvre salariée. 80 hectares de SAU et 51 hectares de SFE, c'est-à-dire plus de la moitié en surface fourragère. Et on a donc un cheptel moyen qui représente donc ces 19 exploitations de 358 chèvres pour 330 000 litres, soit à peu près un peu plus de, on est autour de 950 litres par chèvre. Avant de vous montrer les résultats, juste quand même pour expliquer rapidement donc le tableau, comment il fonctionne. Donc on part du produit. Donc, les différents produits, donc à la ligne du bas, Total Exploitation, le produit des ventes de l'atelier Caprin qui est essentiellement du lait ou des fromages, les autres produits dont les aides, et donc après les charges opérationnelles, les charges de structure. Donc, en fait, quand on soustrait ces 2 familles de charges, on arrive à l'EBE. Et pour arriver au résultat courant, on retranche donc les amortissements et les frais financiers. Voilà pour expliquer rapidement le fonctionnement de ce tableau. Donc, les résultats qu'on présente, c'est l'évolution du résultat courant par rapport à l'année précédente, qui reste une estimation. C'était avant d'avoir les résultats définitifs. Donc, c'est les estimations qu'on vous a présentées. Donc, le produit total d'exploitation, il baisse en particulier parce que le produit vente a beaucoup baissé, surtout, donc on a dit que le prix, il y avait une augmentation, mais c'est surtout sur la partie production laitière. Les aides aussi, il y a une légère baisse. Par contre, les charges opérationnelles ont beaucoup baissé. Elles compenseraient à peu près la baisse de vente de lait, mais elles ne couvrent pas la baisse des autres produits et des charges de structure qui continuent à augmenter depuis plusieurs années. C'est un poste de charge qui ne se réduit pas, malheureusement. Assurance, frais de gestion, etc. Concernant donc le résultat courant, on est donc à moins 4 000 € par rapport à 2023 par unité de main-d'œuvre exploitant, ce qui représente une baisse de 13% par rapport à l'année précédente. Donc c'est quand même, c'est pas rien. 13% de baisse. Et donc, on le met, donc voilà, c'est encore des charges qui ont augmenté, et puis une production qui n'a pas été suffisante par rapport à l'augmentation du prix. Ou une augmentation du prix qui n'a pas couvert le manque de production, plus exactement. Je te laisse. Oui. Alors, du coup, par rapport au système livreur et bovin viande, maintenant qu'Alexis a bien tout expliqué les indicateurs, on va peut-être aller un peu plus vite pour pas trop vous assommer avec tous nos chiffres. Sur ce système-là, donc, le contexte porteur des bovins viande n'évite pas la baisse du revenu. Dans ce groupe d'exploitation, il faut bien avoir en tête que le produit viande représente de 8 à 47% du produit total. Donc, on a vraiment une grande diversité d'exploitation. On a certains qui ont 2 gros ateliers, Caprin et bovin viande, d'autres systèmes qui ont des vaches allaitantes que pour les refus et les prairies naturelles, et d'autres encore qui ont aussi un atelier de culture de vente. Donc, comme on peut le voir, est-ce que vous voyez mon pointeur? Oui. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une augmentation du coup de 3% là, du produit bovin viande lié à la hausse des prix. La baisse du coup des autres produits, c'est essentiellement lié à la baisse du coup, aux céréales, baisse des rendements et du prix. On a une baisse aussi de l'atelier Caprin liée au moins 5% de lait. Par contre, en contrepartie,
on a une vraie baisse du coup de 8700 de charges opérationnelles liées à nos concentrés qui ont quand même baissé de 10% et nos engrais de 32%. Donc ça, vraiment, c'est la grosse baisse des charges opérationnelles. Mais en contrepartie, nos charges de structure ont quand même augmenté. Donc, comme Alexis le disait, lié à tout ce qui est travaux par tir, fermage, entretien du matériel. Donc, voilà. Donc, on en revient à que ce contexte porteur en bovin viande n'a quand même pas évité la baisse du revenu sur ces exploitations. Donc, les fromagers spécialisés Sud-Méditerranée. Donc, je veux dire, par rapport aux résultats qu'on va regarder, qui sont quand même, on se dit, tiens, c'est relativement stable, etc., c'est que par rapport à l'hypothèse que le prix des fromages aurait augmenté de 5%, comme ce qui a été prévu dans les hypothèses. Ce qui n'est pas toujours le cas, donc ce qui explique, on le verra plus tard, mais qu'il y a beaucoup de différences et d'écarts entre les différentes exploitations. Donc la localisation de ces 38 exploitations, donc le pourtour méditerranéen et pré-Alpes, plus donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau Occitanie, les départements de l'est de la région Occitanie, Lozère, Gard et Hérault, qui sont représentés dans ce système. Les données repères, donc on a quand même encore pas mal de main-d'œuvre pour des petites exploitations. On a 66 chèvres pour 36 000 litres de lait transformés et vendus, ça fait 550 litres par chèvre à peu près. 11 hectares de SAU. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcours ne sont pas comptabilisés dans la SAU par rapport à la PAC, etc. Et donc, quand même des systèmes qui demandent de la main-d'œuvre par rapport à la transformation, puisqu'avec 66 chèvres, on est quand même à 2,5 unités de main-d'œuvre, et avec le recours avec une partie de main-d'œuvre salariée. Donc, rapidement, en 2023, la valorisation du lait était quand même déjà à 3,24 € le litre. Donc, donc, on ramène par rapport à la transformation fromagère le prix de la valorisation du lait. C'est des systèmes qui, même s'ils sont très diversifiés, etc., achètent quand même pas mal. C'est des petites surfaces, donc il y a quand même recours à achat de fourrage et d'aliments. Donc, on a une baisse, comme les autres, de la production laitière, mais qui est peut-être moins impactée parce qu'on est moins productif. L'augmentation légère des charges de structure. Et donc, dans ces systèmes-là, en fait, il n'y a une des réponses, c'est l'augmentation de la valorisation du lait, encore. Ça veut dire qu'il faut vendre les fromages encore plus cher. Et quels que soient les systèmes, c'est l'augmentation du prix du fromage ou du rendement fromager. Donc, le rendement fromager, avec plusieurs... on peut y arriver par différentes façons, mais c'est la génétique, ça peut être la génétique du troupeau, ou ça peut être la technicité de la transformation. Donc voilà, et donc pour le résultat, donc on est à moins 0, on est à 600 € donc de résultat courant. Donc globalement, si on a si on a réussi à augmenter suffisamment le prix de ces fromages, il y a peu d'évolution, ça fait quand même moins de 2% le résultat par UMO par rapport à l'année précédente. Donc on est à un niveau de 25 800 € par UMO en 2024. Voilà pour ces fromagers spécialisés Sud-Méditerranée. Et maintenant, du coup, pour les fromagers spécialisés autres régions, donc juste pour vous expliquer un peu la différence entre les deux systèmes, c'est principalement sur la valorisation du lait. Comme le disait Alexis, on était dans les Sud-Méditerranée, on est plutôt à une valorisation à 3,25 € du litre de lait. Là, pour les fromagers spécialisés autres régions, on est à une valo de 2,70 € du litre en 2023, en moyenne. Donc, une valo un peu moindre. Et donc, pour la région Occitanie, ça correspond à globalement des fromagers plutôt situés dans la zone Rocamadour, enfin dans le Lot, en tout cas. Et puis, on en a aussi un en Pyrénées-Atlantiques.
Donc, la hausse des tarifs pour ce système-là permet de contenir la hausse des charges de structure, puisque on a une hausse du coup de 500 € des charges de structure qui compense en fait notre baisse en lait. Et donc, le résultat courant reste assez stable, mais sous hypothèse qu'on a passé l'augmentation des 5% du tarif. Et ce qui caractérise aussi ce système-là, c'est que la commercialisation est assez variable selon les zones. En 2024, on a ceux du coup qui vendent à Rungis, qui ont passé assez facilement les augmentations de tarifs. Ceux qui sont en zone touristique ont été quand même impactés par la météo défavorable de 2024. Et ceux qui étaient sur des zones à plus faible pouvoir d'achat ont eu des difficultés à écouler leur stock. Voilà, donc il y a eu un maintien de revenus à condition que le prix des fromages augmente. Et pour ce système-là, du coup, on est autour d'un résultat courant du coup par UMO exploitant de 22 200 €, ce qui est quand même inférieur par rapport aux 3 autres systèmes présentés. Lié notamment à l'efficacité économique qui est peut-être EBE sur produits bruts, qui est meilleure chez les petits fromagers. Voilà, je te laisse la main, Alexis, sur la partie écart. Donc, donc on retrouve donc ces estimations de revenus pour les 4 systèmes qu'on vous a présentés, avec donc le chiffre moyen qui vient d'être présenté, et donc un petit triangle, donc triangle bleu, donc la limite, on va dire la limite inférieure des meilleurs, hein, donc, la limite inférieure du quart supérieur, hein, pour positionner. Donc c'est pas les meilleurs, c'est la limite inférieure du quart supérieur. Et le petit triangle vert, donc la limite supérieure des moins bons. Donc, hein, et on parle de quart. Voilà. Donc, on retrouve les chiffres qu'on vient de vous donner sur ces estimations de revenus, hein, entre 29 000 € et 22 000 €. Entre systèmes, ça fait quand même une grosse différence, avec pour les fromagers spécialisés, autres régions que vient de décrire Caroline, quand même, si on regarde la limite du quart inférieur, les meilleurs du quart inférieur, ils font quand même à peine 10 000 € par unité de main-d'œuvre, ce qui est pas beaucoup. Hein, voilà. Donc on a un écart si on prend les caprins, livreurs et bovins viande et le quart supérieur et les autres, ça fait de 1 à 4. Donc on a quand même un écart de résultats qui peut être important. Et on ne prend pas les extrêmes, là. On prend des données sur... on va dire qu'on positionne pas le moins bon des résultats ni le meilleur. Voilà. Ce qu'on observe aussi, donc Caroline nous montrera tout à l'heure l'évolution sur les années, mais ce qu'on observe aussi, c'est en fait cet écart entre la limite du quart supérieur et du quart inférieur. Dans tous les systèmes, depuis quelques années, il a tendance à s'accentuer. Ça veut dire qu'en fait, ces petits triangles, ils étaient beaucoup plus rapprochés il y a encore quelques années. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que même par rapport à l'intérieur des mêmes systèmes, on a des écarts qui ne cessent de s'accroître. C'est-à-dire qu'on a des bons qui travaillent toujours de façon très... comment dirais-je, très technique, etc., avec des très bonnes performances économiques. Et à côté de ça, on en a qui sont très... où c'est beaucoup plus compliqué, où il y a des charges, je dirais, un peu incompressibles, etc., qui font que le résultat soit sur les investissements, etc., mais qui fait que le résultat, il reste faible. Donc, c'était pour présenter un petit peu ces estimations de revenus, comment ça se situait, etc. Je te laisse sur l'évolution, Caroline. Oui. Du coup, sur cette diapo, vous avez l'évolution en fait, du résultat courant par UMO exploitant des 4 systèmes qu'on vous a présentés juste avant, en fonction des années, donc de 2014 à estimé 2024. Et donc en très plein, vous avez du coup les livreurs, donc en bleu, livreur bovin viande, et en vert, livreur centre-sud-ouest. Et en pointillé, les fromagers, donc fromagers sud-méditerranéens en orange, et en violet, les fromagers autour-région. Donc globalement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les livreurs ont un revenu supérieur aux fromagers, et
là, spécifiquement de 2023 à 2024, pour les livreurs, ça baisse parce qu'on a moins 5% de lait en hypothèse. Et pour les fromagers, ça se maintient parce qu'on a fait l'hypothèse, toujours pareil, qu'on avait passé nos augmentations de tarifs de 5%. Et donc, cet écart aussi, il peut s'expliquer sur le volume de produits en euros par UMO. Et comme je disais tout à l'heure, il y a sur les fromagers, la différence entre les fromagers sud-méditerranéens et puis autres régions, c'est plutôt sur l'efficacité économique. Et donc, tout ce qu'on vous a présenté là, ça vient du coup de l'annuel Caprin, que vous avez ici en photo, que vous pourrez retrouver sur le portail Inosis et le site de l'Institut d'élevage. Mais le portail Inosis, Marion vous le présentera en fin de webinaire. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments pour retrouver tout ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Emmanuel, je ne sais pas si tu as repéré des questions. Pour l'instant, sur cette partie-là. Il y a eu 2 questions par rapport aux installations, donc on y reviendra tout à l'heure avec Davy. Mais pas de questions. Il y avait juste une sur un prix du lait que j'ai transmis par le chat. Très bien. OK. Et bien, du coup, on va enchaîner avec la partie revenus. Repères. Désolée. Donc, l'idée aussi de ce webinaire, c'était pour les personnes qui, tout ce qui est conseiller installation, banque, centre de gestion, si vous accompagnez des porteurs de projets notamment, c'était intéressant de vous donner quelques repères technico-économiques à avoir du coup en caprin laitier et caprin fromager. Donc, du coup, on vous a fait des petits tableaux. Donc, ici, c'est pour les livreurs. Donc, à l'échelle de l'atelier, sur les objectifs à avoir. Donc, le plus important pour dégager une bonne marge brute en livreur, ça reste la production laitière par chèvre. Bon, c'est tout ce que je vais dire là, surtout pour les livreurs, c'est quand même à nuancer selon le système d'alimentation aussi. Mais quand même, en livreur, on peut viser... l'objectif, c'est d'avoir plus de 900 litres par chèvre. À surveiller quand même quand on est en dessous de 700 litres par chèvre. Et si on parle du coup des concentrés, donc les concentrés, ça représente 60% des charges opérationnelles. Et pareil, ça dépend des systèmes. Mais l'idée, ce serait de viser moins de 500 grammes de concentré par litre de lait produit. Après, ça, voilà, si on est dans des systèmes, par exemple, pâturants, on peut avoir un objectif on est un petit peu plus strict de 400 grammes au litre. Mais en stock, c'est vraiment moins de 500 grammes et faire attention quand on est à plus de 600 grammes par litre de lait produit. Maintenant, au niveau de la productivité, donc en litrage par UMO à rémunérer, donc rémunérer, c'est-à-dire les salariés plus les exploitants. L'idée, c'est d'être à... l'objectif en conventionnel, c'est de produire plus de 160 000 litres par UMO à rémunérer. Et si on est en AOP, plus de 130 000 litres, c'est bien. Bon, après, voilà, c'est un objectif à avoir. C'est un objectif vers lequel il faut tendre, quoi. Et après, faire attention à surveiller si on est à moins de 110 000 litres en conventionnel et à moins de 80 000 en AOP, faire attention. Par rapport aux AOP, juste pour expliquer un petit peu, on peut se permettre un litrage un peu plus faible par UMO en AOP puisque le prix du lait est un petit peu plus élevé. Donc, au niveau de la marge brute par chèvre, l'objectif, c'est de viser plus de 500 € par chèvre. Et attention, quand on est à moins de 300 €. Et si on ramène aux 1000 litres, objectif, plus de 600 € aux 1000 litres. Et attention, quand on est à moins de 350 aux 1000 litres. Sachant que, on regarde, c'est bien de regarder la marge par chèvre et aux 1000 litres, mais dans un contexte où, comme le disait Belletri tout à l'heure, on cherche du lait, on regarde peut-être un petit peu plus la marge à la chèvre, même si on regarde quand même les deux.
Je parle sous couvert aussi des conseillers, des conseillères techniques de la région qui me corrigent si je diverge. Alexis, je te laisse parler à l'échelle d'exploitation. Oui, donc des chiffres un petit peu plus économiques, mais au niveau de l'exploitation. Juste pour revenir ce qu'a dit Caroline, bien sûr, c'est à nuancer par rapport au système d'alimentation. On va avoir des gens très certainement avec plus de pâturage, plus d'autonomie, etc., qui vont pas forcément rechercher absolument 900 ou 950 litres de lait, mais qui auront quand même des charges alimentaires qui seront plus faibles. Donc, je dirais bien que, au niveau résultat autonomie sorti par l'Institut, c'est quand même les élevages caprins qui sont les moins autonomes au niveau alimentaire. Donc, je veux dire, il faut les remettre aussi. Mais on va trouver une diversité de systèmes qui fait que toutes ces performances ramenées à la chèvre, etc., ils vont dépendre aussi des choix alimentaires qu'on va vouloir faire derrière. Et si on peut, d'ailleurs. Que, je veux dire, faire pâturer les chèvres, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours satisfaisant, ça dépend ce qu'on a comme prairie, etc. C'est juste pour modérer un peu tous ces chiffres. Oui. Donc de la même façon, les chiffres que je vais présenter là, c'est des chiffres, donc le produit brut total par UMO à rémunérer, normalement, les objectifs à viser, c'est plus de 170 000 €, avec un EBE avant main-d'œuvre sur le produit brut supérieur à 40%. Attention aux annuités, les annuités sur le produit total qui doivent être inférieures à 10%, et ramener le pourcentage d'annuités sur le BE à moins de 40%. Et si possible, une marge de sécurité, donc une fois qu'on a remboursé ces annuités et les prélèvements privés, qui devrait représenter un peu plus de 10% de l'EBE. Donc vraiment, si on décroche et qu'on est, vous le voyez sur la colonne de gauche à surveiller, si on est à moins de 120 000 € de produit brut total par UMO, moins de 30% de BE avant main-d'œuvre, des annuités, par exemple, sur le BE à plus de 60%, là, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe, etc. Et c'est quand même inquiétant, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut expertiser avec un petit peu plus de précision les performances et pourquoi on en est là. Voilà pour ces repères à l'échelle de l'exploitation. Okay. Et du coup, maintenant, si on passe au fromager, à l'échelle atelier. Donc, en premier, sur les fromagers, ça reste du coup la valorisation du lait, mais ça dépend de la zone. Si on est en zone touristique ou plus en zone rurale, c'est un peu différent. Et puis, ça dépend aussi de la commercialisation. Si on est en vente directe ou avec un intermédiaire, ce n'est pas les mêmes repères. Donc, ici, la première ligne, forte valo, donc c'est peut-être plutôt si on est en vente directe zone touristique. Donc, on peut viser ce qui est à viser, c'est plus de 3 € du litre. Et à surveiller quand on est en dessous de 2,50 € du litre de lait. Et puis, valo moyenne, donc c'est plutôt si on est en zone rurale ou avec intermédiaire, objectif plus de 2,50 € du litre. Et attention quand on est en dessous de 2 €. Et autre chose très important quand même pour les fromagers, c'est la troisième ligne, donc la productivité par UMO à rémunérer. Il faut quand même un minimum de production pour les fromagers. Quand on est trop, attention quand on aspire à trop petit, quoi. L'idée là, c'est en fromager comme repère, c'est d'être à plus de 25 000 litres par UMO à rémunérer. Et attention quand on est à moins de 20 000 litres par personne. Parce que c'est après la première année quand on a que des chevrettes, on n'est pas forcément à ça, mais il faut vraiment tendre à ces 25 000, ce qui est bien. Et donc si on parle niveau marge brute, en marge brute à la chèvre, l'idée c'est de viser plus de 1 500 € la chèvre, et attention quand on est à moins de 1 000 €. Et puis au 1000 litres, on vise plutôt 2 200 € au 1000 litres. Et attention quand on est à moins de 1 700 € des 1000. Et encore une fois, à nuancer quand même aussi avec le système d'alimentation, bien que l'alimentation pèse peut-être un peu moins pour les fromagers puisqu'ils ont la marge de main-d'œuvre pour leur prix. Et avec une bonne valo, on peut peut-être accepter un peu plus d'achats, mais quand même,
on vous invite quand même à vous rapprocher des collègues techniques là-dessus et de faire des études économiques pour bien réfléchir tout ça. Donc voilà pour l'échelle atelier. Alexis, je te le laisse. Je reviens juste, ce qui est intéressant, ce que tu as présenté par rapport à tout à l'heure, les moins 20 000 litres. En fait, on se rend compte qu'on a des phénomènes de seuil et qu'en fait, quand on est sous certains seuils, je veux dire, même, ou alors il va falloir avoir une valorisation et faire un produit exceptionnel que personne n'est capable de faire et qu'on va pouvoir vendre et sans aucun problème. Mais sinon, ces phénomènes de seuil font que à moins de 20 000 litres, ça va être compliqué, quoi, hein, par UMO, de sortir une rémunération qui est acceptable, quoi. Et donc, à l'échelle de l'exploitation, donc n'apparaît pas sur ce document, mais c'est le produit brut total par UME rémunéré. Donc, on est un peu moins élevé forcément par rapport à tout à l'heure. Donc, on vise plus de 130 000 euros. Sinon, après les autres critères, le BE avant main-d'œuvre, donc un peu supérieur à 50% en général, il y a quand même un peu de rémunération de salariat, donc par rapport aux 40% sur les systèmes livreurs. Et sinon, sur les autres performances, annuité sur produit total ou pourcentage d'annuité sur le BE, on reste sur les mêmes critères, hein. Moins de 10% d'annuité sur le produit total et moins de 40% des annuités sur le BE. Voilà, et toujours essayer de se conserver une marge de sécurité, c'est-à-dire 10% de l'EBE pour ce qu'on appelle les coupures ou une marge de sécurité. Voilà. Voilà pour ces repères. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai juste Valérie qui m'a dit, à l'oreillette, Valérie Dufault de la Chambre d'agriculture du Lot, qui m'a dit que pour nos repères, là, livreurs avec les AOP, voilà, il ne faut pas oublier quand même la problématique, enfin, c'était peut-être un peu élevé en AOP. Parce que, est lié aussi à la quantité de concentré. Le cahier des charges est quand même, implique quand même des choses à respecter. Et donc, voilà, peut-être c'était un petit peu élevé. Des contraintes par rapport à la quantité de concentré par chèvre, hein, qu'il faut respecter aussi en fonction des cahiers des charges, qui peuvent être différents. Voilà. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à ces données beaucoup plus techniques et tout, il faut aller vers en l'occurrence ces conseillères de terrain qui sont tout à fait prêtes à vous donner ces informations. Vous aurez leur contact, hein, Marion présentera le contact de toute l'équipe, vous aurez vraiment tous les mails de tout le monde en fonction des départements, hein, donc voilà, vous aurez tout. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pas de questions dans le chat pour l'instant. Mais on a toujours du monde en ligne, donc vous êtes très clair. Pour info, le diaporama et le replay du webinaire seront disponibles dans quelques jours. Merci. Excusez-moi pour le petit contretemps de tout à l'heure sur le problème informatique. Donc, je vais vous présenter l'Observatoire de la filière régionale et perspectives. Hop. Notre observatoire Caprin, c'est un observatoire qui a été nouvellement créé en 2024. C'est un travail qui est le fruit de Justine Bonafé, qui était alternante à l'école de Purpan, qui a fait l'objet de son travail de fin d'études. Les instances qui suivent cet observatoire aujourd'hui, c'est l'ANICAP Occitanie, donc l'interprofession laitière caprine régionale d'Occitanie, et le GIE Élevage Occitanie, qui est aussi porteur d'autres observatoires, d'autres filières. Les données sources donc, qui servent de base à cet observatoire, ça va être la base de données BDNI, la source Agrest avec notamment le recensement agricole et la statistique agricole, la DRAF Occitanie, Capgen qui est l'OS Caprine, Synapse, les syndicats les syndicats caprins et les syndicats qui vont porter les signes de qualité, et aussi des enquêtes en interne avec l'ANICAP Occitanie et le GIE. Cet observatoire, il s'adresse aux opérateurs de la filière,
aux acteurs régionaux et plus globalement au grand public. On travaille donc sur un fichier Excel qui sert de squelette à cet observatoire et nous le diffusons sur Geniali, qui est un outil un peu interactif, comme une plateforme interactive, comme un site internet. Pardon. La publication est annuelle, donc on remet à jour souvent au printemps et à l'été les données et elles s'actualisent au fur et à mesure. Et en haut de l'observatoire, vous aurez l'année d'édition de l'observatoire auquel vous pouvez accéder. L'objectif de cet observatoire, c'est de centraliser les données de la filière dans un outil, mettre en lumière les évolutions dans la production caprine. C'est aussi un outil de diagnostic et de promotion. Et ça permet d'être c'est un travail commun pour répondre à un besoin global de la filière. Donc, l'observatoire est disponible sur Geniali, comme vous pouvez le voir avec le lien ci-dessous. Globalement, sur cet observatoire, vous allez retrouver un certain nombre de données. Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avec Virginie, quand elle vous a présenté la conjoncture, on peut retrouver la liste des collecteurs sur l'Occitanie, où aujourd'hui nous avons 12 opérateurs répartis sur l'ensemble de la région, avec différentes typologies, comme on a pu le voir aussi tout à l'heure, qui ont témoigné, avec différentes orientations et différents objectifs. Donc aujourd'hui, nous avons une quinzaine de collecteurs sur la région. L'observatoire permet de répondre à de nombreuses questions, notamment par exemple, quels sont les signes de qualité existants en filière caprine et quelles sont leurs dynamiques, quels sont le profil des éleveurs types présents en Occitanie, quels sont les départements qui sont plutôt à orientation livreur ou plutôt fermier, et comment se situent par exemple les performances des éleveurs d'Occitanie par rapport aux éleveurs des autres régions. Donc, l'outil se présente de la façon suivante, donc sur 2 pages. Une page en fait qui va être divisée en 3 parties. Une partie typologie de la production, avec le nombre d'exploitations, sa répartition, le nombre de têtes caprines et les sites de transformation. Un focus sur les signes de qualité. Donc, en Occitanie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on a le pélardon, le rocamadour. On a aussi un certain nombre d'éleveurs en bio. Et on a aussi des éleveurs qui produisent sous l'IGP Tome des Pyrénées. Nous allons avoir quelques données sur la filière mohair et aussi quelques données sur la filière viande caprine. Et sur la deuxième page de notre observatoire, nous allons avoir un volet sur tout ce qui va être production laitière. Donc, la production laitière qui est destinée à être livrée à une laiterie et la production qui, elle, est destinée à être transformée directement à la ferme. On a aussi les performances du contrôle laitier et des données relatives à la qualité du lait et aussi des données relatives à la sélection des animaux via Capgène. Et enfin, nous avons un volet qui tend à se développer, mais qui pour l'instant reste assez minime, sur l'abattage. Donc là, c'est la première version de l'observatoire qui est actuellement accessible par tous. Nous sommes en train de le remettre à jour, avec une édition 2025 qui verra le jour. L'observatoire tend à se développer notamment sur tout ce qui va être installation, voir un peu plus les dynamiques d'installation, peut-être aussi un volet sur les données fermières, et enfin un volet un peu référencement de la documentation référencée en Occitanie via différents projets. Donc voilà pour cet observatoire. Je suis à votre écoute pour vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Non, on n'a pas de questions sur cette partie-là. Et peut-être que David, j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure relatives à l'installation. Peut-être que David veut reprendre la main sur... Donc, David, si tu peux activer ta caméra et ton micro, s'il te plaît. Donc, les questions qui se posaient.
Je la fais afficher. Voilà. La politique d'encouragement aux installations par les laiteries, est-ce que tu peux la développer un petit peu, s'il te plaît? Bon, ce sera pas l'objet hein, du webinaire, mais je vous invite à contacter Aude là, en lien avec les laiteries hein, du collège des laiteries à la fois coopératives et privées pour avoir le détail en soi. Hein, chaque laiterie a son package. Je vous parlais là de package d'aide à la trésorerie, de prix garanti. Chez nous, il y a par exemple aussi un appui technique hein, des jeunes pendant 3 ans, avec un audit alimentation, un audit hygiène aussi. Donc, il y a tout un accompagnement à la fois technico-économique pour l'achat aussi de chevrettes, entre autres. Donc, voilà, chaque laiterie a son package. Et je vous invite à nous contacter pour avoir plus de détails. Donc, Thibaut, sans problème. Et alors, on avait une autre question. Les laiteries recherchent plus de lait, le marché demande plus de fromage ou de yaourt, plus d'éleveurs, mais que fait-on des chevreaux? Alors, la problématique chevreau hein, relève plus de l'interpro d'Interbev, mais l'ANICAP n'est pas resté insensible depuis la période Covid hein, sur la problématique de gestion et d'écoulement, de valorisation des chevreaux. On a une grosse approche en termes de promotion. On a un gros budget promotion au niveau de l'interpro laitière sur la partie chevreau. Après, on peut aussi apporter des réponses techniques. Hein. Le dossier lactation longue qui a été travaillé depuis 5-6 ans. Je crois qu'il y a une thèse là, de l'IDEL et d'INRAE qui doit sortir, Emmanuel, là-dessus. C'est ça. Donc, avec une évolution des pratiques, hein, avec cette notion de lactation longue qui peut être une réponse aussi technique. Donc voilà, on a un paquet de documents aussi là-dessus au niveau de l'ANICAP, donc pour permettre l'accompagnement et avoir un lien fort avec Interbev. La FNEC peut aussi vous guider aussi avec notamment ceux qui mettent en marché les chevreaux. L'interpro laitière, on est plus sur la partie laitière. Alors, je précise que au mois de novembre à Caprinov, donc le salon de la chèvre, il y aura des présentations, des conférences sur le sujet. Il y aura également des dégustations de viande de chevreau pour montrer aussi tout ce qu'on peut faire avec. Et on a vu la vignette de Marion arriver, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre la suite tout à l'heure. Magnifique. Donc, à ce stade, je ne vois plus… Ah, peut-être une question encore. Ah oui, Alexandra Pizzetta du Tarn qui nous dit qu'il y a aussi un GoPEI, Conviocap, donc qui travaille sur, je suppose, la valorisation de la viande de caprine. Si Tout tu à peux en fait. Et dire un c'est peu plus Aude dans qui est voilà. la pierre angulaire du dossier. Voilà. Donc, si vous voulez en dire 2 mots, Aude, peut-être tu peux préciser quelques éléments. Oui, donc on a le projet Conviocap en fait au niveau régional, donc qui est sur l'appel à projet GoPEI, donc groupe opérationnel de partenariat européen pour l'innovation. Donc on travaille avec différents partenaires des chambres d'agriculture, donc du Tarn-et-Garonne, Lot, Hérault et j'espère ne pas s'en oublier. On travaille aussi avec le Gers et la Haute-Garonne et l'AOP Pélardon et l'AOP Rocamadour. Donc, beaucoup de partenaires autour de ce projet, avec aussi comme accompagnement technique l'Institut de l'élevage. Donc, l'objectif, c'est d'identifier un peu les problématiques aujourd'hui vécues sur la thématique de la viande caprine par les producteurs caprins, de les référencer, faire un état des lieux et à partir de cet état des lieux, construire des actions à l'échelle départementale selon les orientations des groupes d'éleveurs, donc soit plutôt sur les aspects économiques, techniques ou autres tels que la promotion. Donc on travaille tous ces volets-là donc dans le projet Conviocap qui a débuté donc fin 2024 et qui s'étendra jusqu'à 2027. Et en parallèle de ce projet Conviocap, on participe aussi au niveau régional au projet Cabri Plus, qui est en fait un pendant du projet Valcabri, c'est la suite du projet Valcabri, donc qui cherchait en fait à travailler sur la valorisation des chevreaux à la ferme. Donc c'est l'Institut de l'élevage qui est aujourd'hui pilote de ce projet
Et dans les partenaires, donc on est plusieurs, soit des chambres d'agriculture, soit le GIE, des syndicats caprins aussi, de différents départements. Et en fait, l'objectif, c'est aussi de conduire des actions à l'échelle régionale. Et donc, le fait qu'on ait ces deux projets en commun, ça permet de mettre en place des orientations au niveau national et après de les décupler un peu plus en région. Donc, c'est deux projets très intéressants et complémentaires sur la viande caprine qui est aujourd'hui, voilà, qui est parfois un peu difficile à aborder dans les élevages caprins. Je vous ajouterai d'ici la fin du webinaire quelques liens dans le chat pour que vous puissiez retrouver la présentation de ces projets sur nos sites internet. Et j'ai ajouté donc le lien du Geniali Observatoire régional ainsi que celui pour retrouver le document, l'annuel économique qui représente tous les résultats de conjoncture, de revenus, etc. Si au début vous n'avez plus de précision à donner, je vous propose de passer à la dernière séquence. Donc, on a fait un webinaire un peu déstructuré, mais il paraît que c'est très tendance. Donc, bon. Marion, est-ce que tu vas être parmi nous? Déjà un peu plus que tout à l'heure, visiblement. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, on t'entend. Alors, attends, je cherche ta présentation. Donc, Marion va aborder la dernière partie de ce webinaire. En fait, c'est toutes les données des réseaux d'élevage, INOSIS, qu'ils soient caprins ou qu'ils soient de toute espèce. Si vous vous intéressez également à d'autres espèces, on ne va pas être non plus sectaire, sont disponibles sur un portail que Marion va vous présenter en faisant un partage de son écran. À toi, Marion. Ok, super. Du coup, je me présente rapidement. Marion Vabre, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron et du coup en charge aussi avec mes collègues des références INOSIS. Du coup, pour retrouver toutes ces références qu'on vous a un peu présentées donc tout à l'heure déjà, on va pouvoir se rendre sur le portail INOSIS. Donc, vous voyez mon écran du coup là? Oui, oui, on le voit bien. Ok, super. Donc, le portail INOSIS, c'est composé de 4 onglets. Donc, avec un premier onglet, Bibliothèque des CATIP, c'est là où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des CATIP, donc toutes filières confondues. Mais nous, si on fait, donc ça fonctionne comme un petit moteur de recherche. Si on fait un petit test, donc on peut choisir une année. Donc, on va prendre 2024 avec une région dans laquelle vous souhaitez retrouver des références, donc Occitanie. Et ensuite, vous pouvez choisir la filière que vous souhaitez. Donc, si on fait le test avec les 4M, on va ensuite lancer la recherche. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les 7 cas types qui sont établis sur la région Occitanie. Pour ensuite visualiser ou avoir les données des cas types, soit vous pouvez créer un compte pour avoir les données au format Excel, ou alors si vous voulez seulement visionner le cas type, vous pouvez cliquer directement sur la petite loupe qu'il y a ici. Vous aurez donc un descriptif des données importantes que vous allez ensuite retrouver dans le cas type pour voir si ça correspond bien à ce que vous attendez. Donc, admettons qu'on soit parti sur le cas type livreur spécialisé en rubanage, on va pouvoir afficher le PDF. Et ça va directement vous le télécharger. Sauf que là, je pense que vous ne voyez plus mon partage, peut-être. Si, on va donner ton partage. Ouais, mais quand je suis sur le PDF, je pense que ça sélectionne que la fenêtre. Vous voyez que le portail INOSIS. Ok, donc il faut que je change. Donc là, on est sur le PDF. Donc tous les cas types sont structurés de la même manière avec une présentation au départ. Ensuite, une description de l'assolement du système avec le système fourrager et ensuite les productions végétales. On va retrouver des données sur le troupeau caprin avec la production laitière, la conduite du troupeau, la reproduction, etc. Une partie marge brute de l'atelier.
Ensuite, on va pouvoir retrouver également une partie sur l'autonomie alimentaire de l'atelier. Et ensuite, on passe aux données donc plus économiques. Donc là, les résultats de l'année en cours pour le système correspondant. Et ensuite, on retrouve le coût de production de l'atelier qui est comparé donc à l'année précédente pour pouvoir suivre l'évolution. Donc là, ce sont les données qui sont saisies. Et enfin, la dernière page, c'est plus des données environnementales par rapport aux émissions du système. Du coup, si on retourne sur le portail Innosis, donc ça, c'est le premier onglet avec tous les cas types, le moteur de recherche des cas types. Le second onglet sur le portail Innosis, vous pourrez également retrouver les cas types, mais il n'est pas pour l'instant actualisé pour 2024 pour les caprins. Donc le plus simple pour retrouver les cas types, c'est le premier onglet. Ensuite, on retrouve sur le troisième onglet l'Observatoire Innosis Réseau d'élevage. Avec cet onglet, on va pouvoir retrouver une synthèse par filière de l'année et de la conjoncture que l'on choisit. Donc si on fait un test avec la filière caprine pour l'année 2023, donc on va pouvoir faire un tri si on veut choisir des livreurs ou des fromagers. Donc ensuite, on fait accéder à la synthèse du groupe. Et donc là, comme je le disais, c'est une synthèse de l'année, donc ici 2023, chez les producteurs. Donc ces données sont issues de moyennes basées sur les élevages suivis en référence. Et ensuite, on trouve le détail de ces données, donc avec des données sur la structure des exploitations rentrant dans cette catégorie livreur. Donc voilà. Ensuite, on retrouve aussi des données par rapport à l'atelier Caprem, donc avec la marge de l'atelier, le litrage, etc. Pour l'onglet économie, on va retrouver les produits, les charges, l'efficacité économique, le revenu disponible, le résultat courant et le capital et l'endettement. Et ensuite, si on part sur le coût de production, donc là, ça va être également les données saisies dans le coût de production. Et le dernier onglet, donc c'est l'environnement par rapport aux émissions de ce système. Donc ici, vous pouvez extraire ces données si vous le souhaitez au format CSV pour pouvoir les retraiter ensuite. Ou sinon, ensuite, vous pouvez également faire un sous-tri donc des livreurs. S'il y a une autre catégorie qui vous intéresse, donc on peut partir sur les livreurs bovins viande. Et donc là, vous pouvez accéder au détail du sous-groupe pour pouvoir ensuite trier les données. Donc là, on est bien sur le sous-groupe livreur et bovin viande en 2023. Et vous retrouvez exactement les mêmes données, la même structure, donc des données avec les données sur l'atelier, l'économie, le coût de production et l'environnement. Du coup, voilà un peu pour cet onglet Observatoire Innosis réseau d'élevage. Donc ça fonctionne également pour les autres productions de ruminants. Et le dernier onglet qu'on retrouve sur le portail Innosis, donc c'est l'onglet Publications et outils. C'est là où on va pouvoir justement retrouver toutes les publications des réseaux Innosis. Donc vous pouvez faire également des tris par thématique que vous souhaitez rechercher. Mais on va peut-être rester plus large, donc en sélectionnant seulement quelques critères. Donc par exemple Occitanie, et si on repart également sur les caprins, on va pouvoir retrouver donc toutes les productions. Donc on retrouve des synthèses de Captec, des synthèses des coûts de production, également des fiches de présentation de fermes au travers des réseaux thématiques. Donc voilà, ça répertorie un peu l'éventail des productions faites par le réseau. Donc je vais essayer de revenir maintenant au diaporama. Donc, en synthèse, un peu les fiches que vous pouvez retrouver sur le portail. Donc, ce sont des repères qui sont mis à jour tous les ans en fonction des remontées
des fermes suivies par les conseillers réseau. Donc, on retrouve des résultats de coûts de production, des synthèses CAPTEC. Ensuite, donc, comme on l'a vu avec le moteur de recherche, on va pouvoir retrouver les 4 types régionaux. Donc, on en retrouve 7 à l'échelle de l'Occitanie. Donc, c'est une nouveauté pour cette année-là. Avant, il n'y en avait que 2. Donc, voilà. On peut les citer, les livreurs AOP Pélardon, tout ce qu'on a vu précédemment, livreurs spécialisés en rubanage, livreurs AOP Rocamadour, livreurs et bovins viande, fromager AOP Pélardon, fromager fermier AOP, hors AOP et fromager AOP Rocamadour. Vous pouvez également retrouver donc des fiches témoignages d'éleveurs faits dans le cadre des réseaux thématiques produits laitiers fermiers. Et ensuite, vous pouvez également trouver d'autres documents qui sont produits par des régions voisines, mais qui peuvent être utilisés à échelle nationale, qui ne sont pas forcément cantonnés à la région de production. Donc, comme par exemple s'installer un système fromager avec petit volume ou éleveurs caprins de même. Donc, voilà, pour terminer, je vous mets le diaporama de l'équipe Inosis Caprine d'Occitanie, que vous pourrez, si jamais vous avez besoin de renseignements, contacter au besoin. Voilà. Et donc, l'équipe Occitanie est animée par Caroline, qui vous a présenté tout à l'heure les repères. Voilà, je ne sais pas si j'en ai fini avec la présentation du portail Inosis. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a eu des questions dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions. En fait, vous êtes très, très clair pendant tout ce webinaire où on a des participants très, très timides. En résumé, pour le portail Inosis, c'est toutes les productions de tous les réseaux Inosis, de toutes les filières sont actualisées et sont disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de newsletters à activer. C'est disponible dès que vous cliquez sur le lien. C'est ça qu'on peut retenir. Oui, exactement, oui. Eh bien, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors on me fait remarquer à juste titre qu'il y a un lien que j'ai copié dans le chat qui est faux. Donc, je vais copier le bon. Je vous remercie de votre vigilance. Et je pense que Davy va pouvoir assurer la conclusion de ce webinaire. Davy, si tu es par là. Oui, mille excuses par rapport à nos petits problèmes techniques, mais bon, on y est arrivé, même si c'était peut-être un peu déstructuré. Mais vous avez pu remarquer que notre filière caprine, elle est structurée. Et notre filière caprine Occitanie, elle est structurée avec des approches sur la partie amont et la partie aval aussi. L'objectif de ce webinaire était de vous dresser un panorama le plus réaliste possible avec les données à jour, à la fois sur des données de production, sur une situation des marchés, des données technico-économiques, des données et des indicateurs économiques avec des repères. Donc, j'espère qu'on a pu répondre, je dirais, à une partie de vos attentes. Mais on vous met à disposition l'ensemble des liens que vous pouvez avoir pour aller piocher. L'interprofession, donc l'handicap Occitanie, aujourd'hui fonctionne. C'est une interpro dynamique aussi. Elle est à votre disposition pour plus de renseignements. Vous avez pu remarquer que la dynamique, elle continue. Les entreprises ont une vision plutôt optimiste, des marchés, à la fois sur l'Occitanie, mais bon, on a aussi une vision aussi pour sortir nos produits sur le marché intérieur, mais aussi sur la partie export. On n'en a pas parlé forcément. Donc, tout ça, c'est une marche en avant pour notre filière. Et on a besoin évidemment de tous les organismes techniques sur le terrain. Donc merci aux chambres et au réseau Inosis quelque part de
d'évaluer, nos profils différents d'élevage pour orienter les choix d'installation. Et le défi qui arrive et qui est tout le temps, latent, c'est ce défi du renouvellement des générations. Donc, avec à nous entreprises quelque part aussi d'être attractifs et d'accompagner au maximum et installer, de nouveaux producteurs dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi des parcours d'installation à travailler en amont. L'interprofession s'y attache aussi, mais ce défi du renouvellement, c'est notre défi d'avenir parce qu'il faut construire. On a des bases, on a des fondamentaux techniques, on n'a pas à rougir au niveau de l'handicap Occitanie par rapport à d'autres régions. Donc, à nous de faire valoir nos atouts et de travailler au mieux, notre consommateur pour qu'il puisse bénéficier de nos beaux produits de qualité, avec qui soient conventionnels, sous de belles marques et aussi avec des signes officiels de qualité qui sont reconnus, notamment nos AOP.